Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'approfondissement qui sera beaucoup plus rapide que les précédentes. On est ici, on vient de vous parler des 4 piliers clés de l'entreprise. On vous a montré pas mal d'exemples pour en parler et pour les illustrer. On a quelques ressources pour aller plus loin concernant ces 4 piliers-là et par rapport à des choses dont on vous a déjà parlé. Alors, la première ressource, c'est un article de l'Obs qui compare l'économie collaborative, l'économie circulaire. C'est un article un peu pour les puristes. C'est un article où on va parler de définition et où on va assez loin dans la technicité économique de ces différents concepts. Salvatore, t'en as pensé quoi de cet article-là en 2 mots? Alors, ma première réaction avait été de dire, comme tu l'as dit, pour les puristes. Je pense que elle fait le pont sur quelque chose qui est très important pour tout le monde, c'est de bien s'accorder sur la définition qu'on met derrière certains termes. Tout à l'heure, tu as mis en exergue le mot qualité, qu'il fallait le définir. Maintenant, on va parler d'entreprises durables, éthiques, on va parler de marques fair trade, on va parler de franchise, on va parler d'ubérisation. On sort beaucoup de mots. Et demain, vous allez être dans cette tendance d'utiliser des mots et même de vous définir par ces mots-là. Là, ce que je vous dirais, c'est d'aller voir des définitions, d'être critique, d'aller lire. Ici, c'est un article qui traite d'économie collaborative et de... Alors, je relis mon copion pour être sûr, qui fait la différence entre l'économie collaborative et l'économie sociale. On ne va pas rentrer dans le débat ici, mais c'est simplement demain, si vous utilisez des termes pour définir votre positionnement, si vous mettez en avant dans votre communication certains termes, faites attention, définissez-le, allez vraiment au bout, essayez de voir ce que ça recouvre comme réalité. Tout à l'heure, Sylvain a aussi parlé du bio. Il faut savoir que bio, c'est une appellation protégée uniquement si on a le label Bio-CE. C'est d'ailleurs que la fameuse marque de yaourt bio de Danone, au moment où c'est devenu protégé, a dû changer de nom et est devenu Activia. Parce que bio de Danone n'était plus toléré, parce qu'il ne rentrait pas dans les conditions. Et donc, voilà, on est un peu sur cette vague-là. Faut savoir que si je prends dans le nord de l'Afrique, il y a énormément de production bio, mais qui ne respectent pas les mêmes normes qu'ici. Ce qui est durable en Amérique du Sud, ce n'est pas la même chose que ce qui est durable en Europe. Donc, attention à bien définir les termes par lesquels vous allez vous-même vous définir. Et pour rebondir sur ce que tu dis, attention si vous êtes expert de vous assurer que les termes que vous utilisez soient bien compris par vos clients. Donc, il y a qu'est-ce que veut vraiment dire le terme, et puis il y a, OK, moi j'utilise le bon terme, mais est-ce que mon client utilise ce bon terme-là? Je vais vous donner un exemple. On devait écrire un article avec un de mes clients sur la post-crise et comment se retaper post-crise et comment bien gérer une crise. Et il disait, ah ben, ouais, c'est dommage, on aimerait bien faire l'article en 3 points, mais il y a 4 points. Il y a penser globalement, penser complètement, la complétude, la globalité, et je ne sais plus quoi. Je leur dis, mais complétude, globalité, c'est la même chose. Mais non, Sylvain, c'est très différent, tu vois. La complétude, c'est ça, la globalité, c'est ça. On peut penser de manière globale, mais incomplète, ou de manière complète, mais pas... OK, pour vous qui êtes chercheur scientifique, ça fait sens. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui va lire l'article, c'est juste, oui, OK, il faut penser à tout. Et donc, essayez de l'exprimer avec des mots que tout le monde va comprendre.
J'ai un autre exemple d'une marque de luxe française chez qui une amie travaille en publicité. Et c'est une marque, c'est pas que je veux la cacher, c'est que je suis plus sûr de laquelle c'est, mais peu importe. Ils voulaient mettre en avant un magnifique soulier. C'était des escarpins, ou je ne sais plus quel type de talons, aiguilles, peu importe. Et ils avaient créé des groupes de réflexion et organisé toute leur communication autour de ce fameux soulier. Et les boîtes de luxe aujourd'hui, leur communication, elle passe énormément par Internet. Et donc, les mots qu'on utilise sur Internet sont extrêmement importants parce que si vous voulez que votre site, que votre blog, que votre page, que vos articles soient vus, vous allez vraisemblablement, si vous avez un peu d'argent, sponsoriser ces articles, ces pages, ces blogs sur base d'expression. Donc, les mots qu'on choisit, ça doit être les mots qui sont recherchés par mes clients. Et eux, ils étaient tellement dans le luxe, avec le vocabulaire du luxe et le mot soulier, qu'ils ont perdu un fric dingue en travaillant sur des campagnes de sponsorisation, alors que dans la vraie vie, les gens comprennent soulier. Mais quand ils recherchent des chaussures. Ils ne recherchent pas un soulier. Et donc, ils sont complètement passés à côté de leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas choisi le bon mot. Comme quoi, le choix des mots est vraiment ultra clé lorsqu'on est dans de la communication et dans la vente. Alors, on a un deuxième article qui rebondit sur quelque chose que tu as déjà abordé tout à l'heure, Salvatore, qui est vers une société sans cash. Et donc, tu nous disais, inéluctablement, on s'avance vers une société où le cash va tendre à disparaître. Alors, l'article, c'est un dossier qui vient de Trends Tendance, je pense, si j'arrive à lire, non, de Test Achat. Oui, Test Achat. Test Achat, qui compare deux experts, un qui est pour la disparition du cash et l'autre pas. Je vous invite à le lire, c'est assez intéressant. Je pense que c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'on est une société qui va aller vers de la technologie. On ne peut pas dire de nos jours qu'on va pouvoir se passer des services Internet. Au jour d'aujourd'hui, c'est la période pour le moment. Le SPF Finance vous a envoyé un petit mail pour dire que votre déclaration était disponible sur Taxon Web. Voilà, de nos jours, on ne fait plus de déclaration papier, on la fait sur Taxon Web. De nos jours, on ne se pose pas la question de savoir si on gère ses finances au guichet de la banque ou si on va vers son banking. D'ailleurs, les banques elles-mêmes sont en train de changer. La banque classique ne va plus exister fort longtemps. Ce sont les néobanques, les nouvelles banques. Vous avez des banques comme N26, je ne sais pas trop comment on le prononce, mais qui est une banque allemande. Ils sont à 50 millions de clients. Donc c'est vraiment énorme le bond en avant technologique et l'imprégnation technologique dans notre vie de tous les jours. Et donc, il est normal pour moi que demain, on évolue vers une société sans cash. Ça, allons-nous vers une société cashless? Oui, inéluctablement. On n'est pas à l'ère de l'évolution, on est vraiment à une révolution parce que les monnaies fiduciaires évoluent. Je vous ai parlé tout à l'heure des crypto-monnaies, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Donc voilà, ces crypto-monnaies sont une réalité, vont arriver. Le paiement sans contact, ça n'existait pas il y a quelques années, le paiement avec téléphone. Donc oui, je vous défie aujourd'hui d'aller... Moi, je peux payer avec ma montre. Ma montre a la technologie NFC. Et plutôt que de sortir mon téléphone ou sortir mon portefeuille, j'appuie juste la montre contre le lecteur sans contact et je paye avec ma montre. Plus besoin de sortir quoi que ce soit. Donc, et ça veut dire aussi que, et on ne tapera jamais assez fort sur ce clou, si vous avez une aversion à la technologie, vous allez être dépassé parce que pour les paiements,
automatiquement, on va se tourner vers de la technologie. Et vos clients vont être demandeurs. Même si vous vous dites, ouais, mais moi, bon, je peux vivre sans. Oui, vous, oui. Mais vos clients. Et c'est une tendance lourde, hein. Au jour d'aujourd'hui, la facturation électronique, c'est une réalité et est en train de supplanter la facturation papier. Alors on peut se dire, bah quoi, la facturation papier, c'est d'envoyer sa facture par PDF. Non, c'est utiliser des protocoles spécifiques, dont par exemple le protocole UBL pour envoyer ses factures. Donc, quand Sylvain vous dit, attention, vous risquez d'être dépassé, au jour d'aujourd'hui, vous devrez peut-être bientôt, et vous serez peut-être obligé d'utiliser la facturation électronique parce que ce serait une obligation légale, peut-être demain. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il va falloir utiliser une plateforme spécifique, utiliser elle-même des protocoles spécifiques qui est certifié. Il y a des plateformes qui existent de type Build2Box, de type Zoomit, qui sont des plateformes certifiées. Voilà. Si vous savez, si vous n'êtes jamais intéressé à la question, le jour où ça va arriver, vous allez être complètement dépassé. Alors, un dernier article dont on voulait vous parler, c'est un article qui est ici en anglais et qui pose la question Why your millennials are leaving you? Donc, pourquoi est-ce que vos employés qui sont des employés jeunes vous quittent? Et en fait, ça pose la question de la fidélité au travail. Hein. Donc, on est bien sur le pilier RH ici. C'est-à-dire, mais c'est très compliqué d'engager aujourd'hui parce que à la fois, il y a les nouvelles formes de travail dont on vous a parlé, le collaborateur autonome, le freelance, l'ubérisation, tout ce que vous voulez. Donc, il y a ce côté structurel qui dit bah, les gens ont de plus en plus d'autonomie, même contractuelle. À la fois, il y a toujours ce besoin de sécurité des gens. Et à la fois, on a une génération qui est en quête de sens. Qui est en quête de sens, vraiment, et qui recherche pas forcément un kicker et une Xbox comme on a voulu le faire croire à tout le monde pendant quelques années et un fat boy pour se foutre dedans, mais en fait qui cherche à bosser dans un truc qui fait sens pour eux. Et on est aussi dans une culture de l'immédiat et du changement constant. Donc, ce qui fait sens une année fera peut-être pas sens l'année d'après. Et donc, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de garder des collaborateurs qui sont jeunes, qui viennent pour explorer, qui ont peut-être des demandes que vous ne pouvez pas fournir. Parfois, ils sont complètement à côté de la plaque. Hein. Ils ont des demandes même salariales qui sont délirantes. Mais parfois, voilà, ils ont une vision qui est très différente. Et c'est toujours un éternel débat de se dire, mais ok, ça devient de plus en plus difficile d'avoir de la loyauté de la part des gens que j'engage. Mais du coup, si j'investis dans ces gens-là, que je les forme, etc., et puis qu'ils se barrent après 1 an, 2 ans, moi j'ai mis du cash, j'ai mis du temps, puis ils se cassent, je perds mon investissement. Mais en même temps, vous n'allez pas pouvoir les fidéliser si vous ne les développez pas, parce qu'ils sont en quête de sens, ils veulent se développer. Et donc, et en plus, comme dit la fameuse phrase qui tourne pas mal sur LinkedIn, mais qu'est-ce qui va se passer si, par contre, j'investis pas pour les développer et qu'ils restent? Je peux retrouver avec des boulets qui restent, qui ne se développent pas et dans lesquels je n'ai pas investi. Et donc, c'est très difficile de fidéliser aujourd'hui ces gens. Ici, bon, on vous donne quelques pistes d'action. Les organisations devraient commencer par développer des opportunités de mentoring. Le mentoring, ça permet de se former, de développer sans forcément dépenser de l'argent comptant dans des formations, aussi de créer du lien social, puisqu'on a un mentor qui va expliquer les choses aux plus jeunes. Ça permet aussi, c'est un peu une solution miracle, et après il faut encore la mettre en place, mais de faire ce qu'on appelle du knowledge management, c'est-à-dire, imaginez une entreprise, et on en parlait tout à l'heure, Salvatore, une grosse boîte avec une pyramide des âges inversée, beaucoup de personnes âgées qui sont proches de la retraite et peu de jeunes, s'il n'y a pas un gros mentoring pour downloader l'information que les vieux ont vers les jeunes, au moment où les vieux s'en vont, l'information est perdue. Salvatore, tu me racontais, je pense que c'était possible que ce soit chez Intradel ou je ne sais pas où, un centre de tri que tu avais visité où il y avait une machine. Tu disais, mais à quoi elle sert cette machine? Elle tourne et tout. Vous n'avez pas l'air d'être sûr. Éteignez pour voir ce que ça fait. Et on t'a fait répondu, mais on ne peut pas l'éteindre parce qu'en fait, on ne sait pas comment la redémarrer. Et
et je trouve ça assez, enfin, c'est hyper symptomatique. Et donc, le côté mentoring va permettre à la fois de créer du lien social, de créer des dynamiques où les gens se parlent, parce que souvent on se dit ben, comment faire travailler l'ancienne génération avec la génération Y, la génération Z, les millennials, tout ce que vous voulez. Ben, si on les faisait bosser ensemble, en fait, ça se passerait sans doute déjà mieux. Et parfois, il y a de la quête de sens euh, à avoir, il y a des questions à se poser à l'intérieur de son entreprise, parce que tu parlais tout à l'heure des entreprises apprenantes. Il y a eu le mythe pendant un temps euh, de la vieille génération qui allait enseigner à la nouvelle. Ça a posé beaucoup de problèmes dans les entreprises, pas parce que les jeunes n'avaient pas envie d'apprendre, tout simplement parce que quand vous avez quelqu'un qui essaye de vous expliquer la vie, mais que vous êtes en train de dire, écoute, tu es en train de passer 2 heures à m'expliquer un truc, mais ça maintenant, il y a un logiciel qui le fait, en fait, on n'a plus besoin de le faire, ben, ça pose des problèmes parce qu'on a l'air d'être celui qui ne sait pas a priori, qui apporte peut-être une nouveauté, qui casse des codes, qu'on n'a peut-être pas envie de l'entendre en se disant, mais attends, tu es en train de froisser tout le monde ici. Et c'est exactement ce qui se passe dans les entreprises. Et donc, il y a des jeunes qui se barrent des entreprises en disant, écoutez, ici, on travaille comme au Moyen Âge. Et alors, tout le monde va dire, oui, mais on ne peut pas changer, machin. Et les gens se barrent en disant, écoutez, moi, j'ai pas de temps à perdre à essayer de refaire des gestes ancestraux juste pour la beauté du geste ancestral. Donc, voilà, il y a potentiellement aussi un clivage qui se fait à ce niveau-là. Yes. Donc, le premier aspect, créer du lien avec le mentoring. Deuxième aspect, et on l'a déjà dit 1000 fois, donc je le redis juste parce que c'est listé dans l'article, c'est donner du sens au-delà de juste le bénéfice de l'argent, avoir des valeurs cohérentes et montrer que l'activité a du sens. Troisièmement, créer un bon environnement de job. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est en train d'arriver avec la crise coronavirus, ce qu'ils disent dans l'article, c'est ben, en fait, pas mal de gens sont demandeurs de travailler de chez eux. Moi, j'étais au téléphone cet après-midi avec une personne d'une intercommunale qui s'occupe d'énergie, qui me disait, bah, post-coronavirus, en fait, on va maintenir 2 ou 3 jours de télétravail pour tout le monde. Donc voilà, on a un shift qui est vraiment culturel et sociétal qui est en train de s'opérer grâce au coronavirus. Personnellement, ça m'a ravi si on augmente le télétravail parce que je crois que au niveau de l'environnement, on va gagner énormément. Au niveau de la fluidité sur les routes, on va gagner énormément. Au niveau économique, on va gagner énormément. Au niveau relaxation et productivité aussi. Donc, moi, je suis all-in là-dessus. Mais voilà, donc, quel est le bon environnement pour le travail? Comme je vous disais, un kicker, c'est sympa, mais est-ce qu'il faut ça? Il y a eu il y a eu une énorme mode des open space. Ah, tout le monde travaille ensemble. Et puis finalement, on s'est dit, en fait, quand tout le monde travaille dans la même pièce, c'est le bordel. Il y a plein de bruit et tout, machin. Et puis, oui, mais c'est génial parce que du coup, on peut prendre une communication et être informé beaucoup plus vite des choses, c'est vrai. Mais ça veut aussi dire qu'on est tout le temps à l'écoute de l'information qu'il y a autour de nous plutôt que de travailler. Et donc, en fait, c'est assez. Et on se sent toujours. Il y a un contrôle social qui est important dans les open space. On regarde ce que les autres font, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que ça augmente le stress, la pression et pas du tout la productivité. Donc, on en revient à des questions de bureau. Mais en même temps, on parle de travail nomade avec un peu de télétravail. Alors, on parle de coworking. C'est un peu de l'open space, mais pas vraiment parce qu'on finalement, c'est de l'open space, sauf que la base, c'est chez nous. Enfin, voilà, quel est, et il n'y a pas de recette miracle, par rapport à votre entreprise et par rapport aux gens avec qui vous travaillez, quel est le meilleur environnement de travail que vous pouvez leur offrir? Et enfin, bah, avoir une bonne culture. Les jeunes sont attachés à des valeurs d'inclusion beaucoup plus que les adultes. Je me souviens avoir lu un article qui disait, et ça m'a fait mal, croyez-le bien, un article qui disait, en fait, les jeunes ne rient plus devant Friends. Parce que dans Friends, il y a des vannes, genre sur le père de Chandler, qui est drag queen et tout, et on se marre parce que on a un peu le cliché de la drag queen. Et en fait, eux, ça les fait pas marrer. Ils sont en train de dire, mais pourquoi vous rigolez? C'est son choix de vie. Il y a un truc hyper inclusif qui dit, mais vous êtes en train de discriminer finalement. Et donc,
l'inclusion, la culture d'entreprise est vraiment super importante. On a parlé de la génération Y, on a dit bah oui, c'est la génération Y, parce que Y en anglais ça se dit why, et why c'est aussi le mot pour dire pourquoi. C'est la question qui remet tout en cause, pourquoi, et qui remet notamment en cause l'autorité, ce qui pose problème dans les entreprises un peu dinosaures, comme le décrivait Salvatore tout à l'heure, où fais ci, fais ça, voilà comment ça marche, et ça marche pas autrement. Ben oui, l'autoritaire aujourd'hui ne fonctionne plus. On en parle même dans l'enseignement. Hein, on dit il n'y a plus de maître dans les classes. Aujourd'hui, c'est l'enseignant leader. Et celui qui n'arrive pas à capter l'attention, à donner une vision et à emporter avec lui les étudiants, ben, c'est plus un enseignant qui peut s'en sortir concrètement aujourd'hui dans une classe. Donc, leadership, décision discutée, démocratie dans l'entreprise, voilà des pistes de culture à mettre en œuvre avec une horizontalisation des niveaux hiérarchiques. Pas mal de nourriture pour l'esprit, comme on dit en anglais. Merci d'avoir assisté à ce module Aller plus loin sur les 4 piliers clés de l'entreprise. Et on se retrouve dans un prochain module pour parler des responsabilités que vous avez en tant qu'entrepreneur, des responsabilités que vous avez dans votre entreprise. À bientôt. À bientôt.